Alors, j'ai vu que j'avais un temps long, mais je vais aller quand même relativement vite sur les slides parce que ce que je trouve intéressant, c'est le temps d'échange après. Donc, c'est un premier point. Et je sais que bon, pour venir souvent à vos colloques de Firando, c'est souvent très direct et c'est très bien. Nous, on a besoin de cette remontée du terrain. Donc, je ne vous apprends rien sur l'organisation de nos soins. Alors, bon, je vais prendre la vieille méthode Coué. Oui, c'est ce que je fais. Oui. Voilà, super, il fallait cliquer sur la slide. Donc, évidemment, je ne vous refais pas l'histoire, mais ça souligne quand même 20 ans du premier plan maladie rare, 10 ans l'anniversaire des filières de santé maladie rare. 20 ans où on a donné, grâce à cette labellisation, une visibilité au centre expert. C'est extrêmement important d'avoir cette visibilité. La coordination des filières est vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique aussi et ça renforce, je dirais, le rôle des centres et ça donne de la cohésion et ça permet de porter des projets à plusieurs. Et dans le troisième plan maladie rare, on a mis en avant les territoires avec la mise en place de plateformes d'expertise maladie rare. On en a 19 dans l'Hexagone et 4 sur les territoires ultramarins. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette structuration. Il faut que vous sachiez qu'au niveau européen, c'est assez unique. On n'est pas les seuls, mais je pense qu'en termes d'engagement, en tous les cas financiers, on fait tout pour essayer de vous soutenir pour pouvoir animer ces plans et cette coordination. Parce que, évidemment, ces plans de santé publique, ils n'ont de raison que parce qu'ils sont animés par des gens du terrain autour du patient et c'est ça qui leur donne une cohérence. Donc, vous connaissez votre maillage, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a vraiment une bonne répartition. On voit que vraiment cette stratégie de la filière est vraiment intéressante en termes de maillage territorial. Par rapport au calendrier, puisque ma présentation est sur le troisième plan maladie rare, quatrième plan maladie rare. Et donc, sur cette présentation, on est sur un prévisionnel pour le quatrième plan national maladie rare. Alors, vous savez qu'un plan, nous, on a besoin ensuite d'avoir une réunion interministérielle. Notre plan est un plan interministériel, donc santé, recherche. Maintenant, nous avons pour ce quatrième plan l'industrie et peut-être aussi les territoires, vu l'importance qu'on veut mettre pour les territoires. Donc, il y a eu quand même déjà une annonce importante cette année, en février 2024, par Catherine Vautrin, un communiqué de presse écrit avec l'ensemble des parties prenantes et des ministères, et un premier engagement pour soutenir la labellisation des nouveaux centres, la dynamique ayant été importante et ayant eu 28% de centres en plus. C'était extrêmement important pour nous d'aller chercher ces financements supplémentaires et on a pu avoir la validation de ces 36 millions d'euros par an supplémentaires. Heureusement que c'était l'année dernière qu'on avait anticipé et cet argent, nous l'avons en base et jusqu'à pendant toute la durée du plan actuel et du prochain plan. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a également tout un travail, nous, par rapport au document du quatrième plan maladie rare qui nous a été remis mi-mai. On a fait pendant cet été tout un travail de validation des mesures avec soit les ministères, soit les différentes administrations centrales, que ce soit la DGS ou la DGCS pour toutes les questions autour du handicap. Donc ça, c'est extrêmement important aussi d'avoir ce travail avec nos collègues. Et puis, la validation finale se fera par une RIM que l'on espère au mois de janvier, de façon à pouvoir, on a un petit espoir, on a une fenêtre qui nous paraît extrêmement importante autour de la Journée internationale des maladies rares. Alors, on ne sait pas exactement où, ce sera sans doute à Strasbourg, mais on ne sait pas encore, puisqu'on a un événement maladie rare organisé avec la Commission européenne sur les cross-border healthcare. Et donc, voilà, ça reste encore à statuer, mais il reste encore
2 mois de gros travail quand même pour pouvoir tout finir. Je pense que vous avez été au courant, mais c'est important de le rappeler. Nos 2 personnes qualifiées ont animé 15 groupes de travail, 300 personnes. À chaque fois, les associations de patients étaient partenaires des différents groupes de travail et 4 axes qui ont été validés, qui sont sur les parcours de soins des territoires à l'Europe, un axe sur les diagnostics, un axe sur les traitements et un axe sur tout ce qui va être données en santé, collection biologique. À chaque fois, on sera attentif à ce qu'il y ait un volet recherche, que ce soit pour les 4 axes, un volet base de données aussi à l'intérieur de chaque axe et un volet aussi Europe. On ne peut pas construire la politique maladie rare française sans réfléchir à comment on se structure avec les ERN, avec les réseaux européens de référence et les travaux qui se font à ce niveau-là. Donc, vous connaissez tous, je pense, nos 2 personnes qualifiées. Agnès Linglard, qui est également la coordinatrice de la filière Oscar, mais aussi patronne, présidente de la Société française de pédiatrie, et puis Guillaume Canot, qui a la particularité de bien connaître tout ce qui va être repositionnement de molécules. Pour la partie recherche, c'est ce volet-là qui nous intéressait dans le 4e plan maladie rare. Donc, le signaux fort pour ce PNMR4, c'est déjà, on avait eu la chance, on a tous œuvré pour qu'on ait une décision politique comme quoi on aura un plan maladie rare. Ça nous paraissait, c'est pas forcément automatique, il faut à chaque fois convaincre. Donc, on était déjà content de pérenniser cette attention des maladies rares du politique. On a toujours un enjeu autour de réduire l'errance du diagnostic. Donc, on n'est pas, nous aussi, tout seuls dans notre écosystème et on a le lien avec le plan France Médecine Génomique. Et on avait un groupe de travail très dynamique au tout début du 3e plan maladie rare avec des acteurs de la filière Ferrando qui en faisaient partie. Et c'est important aussi d'avoir un lien constant de nos filières de santé maladie rare avec le PFMG compte tenu des préindications que l'on a. On a un angle sur le parcours de vie pour accompagner les familles, les patients, et puis le fait de vouloir vraiment pousser dans ce 4e plan maladie rare un aspect thérapie, développement industriel, donner les moyens pour pouvoir accompagner. Donc, dans cette rime, on a pu avoir les propositions que j'ai mises, c'était des propositions qui sont tout de suite implémentables, je dirais, sur ces 4 axes que j'ai pu décrire. Après, vous pouvez retrouver les communiqués de presse et puis on a ce qu'on appelle un bleu de rime qui a pu nous donner ces enjeux-là. J'ai voulu faire un petit point qui était un peu le fil rouge par rapport à ce que je vais présenter du PNMR4. Je sais que la BNDMR est là cet après-midi, donc je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est important de souligner ce travail. On a des enjeux qu'on soutient dans le PNMR4, qui est le fait de réduire et de pouvoir accompagner le coût humain, je dirais. Il y a le financier et il y a le coût humain de la collecte des données. Il me semble que c'était chez Firando où j'avais pu être interpellée dans le bon sens par les centres de compétences maladies rares en disant qu'ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir rentrer les données puisqu'on ne les finançait pas. On a vraiment mis depuis ce financement supplémentaire qu'on a eu pour le prochain plan, des moyens humains en ARC et Tech qui sont répartis à la fois vers les filières de santé maladies rares et à la fois vers les plateformes d'expertise maladies rares. Le message passé pour les plateformes d'expertise maladies rares, c'est que ce financement de moyens humains pour aider à rentrer les données dans Bamara est un financement qui est vraiment en priorité pour les centres de compétences maladies rares. C'est un moyen indirect, je dirais, pour nous de vous accompagner. Également, ce qui est souligné pour le 4e plan maladie rare, c'est qu'il y avait un besoin de regrouper les données, que la BNDMR peut nous aider à pouvoir coordonner cela. Et puis, on a vu qu'on avait des recueils complémentaires qui se développent, que ce soit le set de données minimum génétiques ou bien des dossiers patients maladies rares, d'Ospera. Et puis, on a tout un angle aussi traitement avec la collecte de données en vie réelle en lien avec Bamara. Et puis, on souhaite développer aussi toujours le lien avec le DMP, avec mon espace santé.
Donc voilà des enjeux majeurs. Tout ça, vous connaissez le fonctionnement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter aussi. On a encore des soucis sur les remontées directes dans le dossier patient informatisé avec la fiche maladie rare. On continue à travailler le sujet pour que vraiment il n'y ait pas de double saisie. Et c'est extrêmement complexe, mais pour nous, on ne lâche pas l'affaire. Et Lyon est un excellent exemple, et les autres, enfin avec Easily, toute la région aura un excellent exemple d'un dossier patient informatisé qui fonctionne, avec une fiche maladie rare qui fonctionne pour aller alimenter Bambara. Donc ça existe, donc il faut que les autres éditeurs de logiciels s'alignent quand même sur les bonnes pratiques. Donc on a aussi dans ce 4e plan maladie rare, la volonté, c'est un projet de recherche que la BNDMR avait pu obtenir avec FAI2R pour pouvoir lire le texte des dossiers patients informatisés et rentrer automatiquement les données dans Bambara. Donc, notre objectif du PNMR 4, c'est de rendre vraiment concret ce travail-là et vous faciliter la vie et d'avoir une automatisation pour le remplissage de Bambara, par exemple, grâce à cette lecture des dossiers patients informatisés. Et pour entrer dans le dur de nos slides du PNMR 4, voilà ce qu'on est allé chercher. Tous les enjeux sont vraiment autour des territoires et du repérage avec la médecine de ville. Donc, on a des moyens renforcés vers les plateformes d'expertise maladies rares avec des financements qui vont être plus pérennes. Donc, vous êtes tous à un endroit où il y a une plateforme d'expertise maladies rares. Surtout, travaillez avec elle, faites des liens ville-hôpital. Il y a vraiment des sujets où on leur a donné des moyens supplémentaires pour les accompagner là-dessus. Donc, ça paraît important. On a aussi toute cette organisation autour de la télémédecine, téléexpertise qui se renforce. Donc, c'est important pour nous de le souligner. Et puis, si vous êtes curieux, il y a des expérimentations, des articles 51. Il y en a un pour la Corse qui a été validé, qui est en phase de transition pour un déploiement. Et les 2 tiers de cet article 51 en Corse reposent vraiment sur un accompagnement au domicile de la personne touchée par une maladie rare, sur des handicaps qui sont lourds. On n'est pas sur des handicaps légers, mais vraiment du handicap très lourd pour pouvoir accompagner au mieux. Il y a tout un volet médico-social important. J'ai voulu aussi saluer la dynamique de la filière Firando avec la production des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Vous savez que ces protocoles étaient en gros autour d'une cinquantaine au début du 3e plan maladies rares. On est maintenant à plus de 300. Donc, les financements du plan ont aidé à la coordination, aux réunions de travail. Je pense que c'est important. C'était bien doté. Ça a pu servir aussi à d'autres PNDS. Ça a pu servir aussi à de la traduction. Voilà. Donc, ça, pour nous, c'était important de le souligner. Et donc, on a été voir un petit peu ce que vous aviez dans les derniers PNDS. Donc, comme ça, vous avez l'hôpital Henri Mondor, vous avez l'APHM et puis les hospices civils de Lyon. Donc, on voit aussi une bonne répartition territoriale de ces PNDS qui sont toujours très attendus par les patients et leurs familles, en plus des professionnels, évidemment. Dans ce renforcement du parcours de soins, du maillage, on a toujours un financement qui a été renouvelé depuis 2022 pour pouvoir financer des programmes d'éducation thérapeutique du patient. La filière Ferrando a envoyé un appel à manifestation d'intérêt. Je pense que vous aurez un point un peu sur ce sujet-là. Et puis, nous, de notre côté, avec les plateformes d'expertise maladies rares, on creuse, je dirais, le dernier kilomètre, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir beaucoup de programmes de TP. Le souci, parfois, c'est que ça demande du temps humain, ça demande des équipes pour pouvoir les dispenser. Ce n'est pas toujours le facile. Et donc, il y a peut-être un rôle qu'on peut donner aussi aux plateformes d'expertise maladie rare pour avoir parfois du temps humain avec des équipes mobiles ETP avec qui vous pourriez travailler. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va avancer dans le 4e point maladie rare. Donc on voit l'importance de l'éducation thérapeutique du patient que vous avez pu porter et toujours entre là, la pitié, les HCL et puis Bicêtre. Pour la partie traitement, c'est extrêmement important
d'avoir, pardon, la partie diagnostic. On a été très intéressé par le travail de Firando que vous avez mené sur les variants. C'est quelque chose qui remonte énormément pour le 4e plan maladie rare. On souhaite vraiment travailler ce sujet-là et donc je pense que Firando aura sans doute des candidats pour nous mettre dans un groupe de travail. Le fait de voir si on ne pouvait pas faire des appels à projets pour des tests fonctionnels. Vous avez vu que pour les RIHN.2, il sera demandé d'avoir des collectes de données en amont avant de demander un nouveau RIHN. Et on a commencé à réfléchir avec la BNDMR pour pouvoir aussi aider à porter ce volet-là et de voir avec les financements qu'on a pu récupérer, travailler aussi ce lien entre un centre de référence et un labo diagnostic, puisque à part pour le premier plan maladie rare, mais dans le 2e et 3e plan maladie rare, les labos diagnostiques n'étaient pas directement dans le plan maladie rare. Donc, ce serait une manière de refaire ce tandem extrêmement important pour nous de labo diagnostic et de centre de référence. Il faudra toujours qu'il y ait un centre de référence parce que nous, c'est notre, ou de compétences, c'est notre volet pour pouvoir légitimer des financements qu'on apporterait. Mais je pense qu'il y a quelque chose, au vu du nombre de réactions qu'il y a eu sur le sujet, au vu du nombre du développement de la médecine génomique, de toutes les préindications, de tous les variants de signification inconnus qu'on trouve, je pense qu'il faut vraiment travailler ce sujet-là. Donc, il y a eu donc, dans votre rapport d'activité de Firando, le fait que vous allez travailler avec la BNDMR également. Et donc, tout votre travail va très certainement nourrir ce que nous, on va vouloir aussi porter dans le 4e plan. Donc, on a vraiment dans cette partie toujours diagnostic un lien important avec le déploiement de la BNDMR et puis le fait de renforcer l'interopérabilité et le fait de voir là aussi comment on peut faire le lien avec le CAD, avec le volet recherche du CAD. Sur l'intérêt de la BNDMR, c'est vraiment de pouvoir regrouper plein de sources de données dans un seul endroit. Et avec Bahara, vous êtes extrêmement familiarisé à l'outil. Par rapport à l'axe 3, qui est sur l'innovation, les thérapies innovantes, vous savez que dans le 3e plan, on dotait du temps de pharmacien pour la filière pour pouvoir aider à l'observatoire des traitements. C'est quelque chose qui est piloté avec la DGS. On a un lien étroit avec l'ANSM et la HAS. On a pu avoir une réunion mardi dernier avec eux, vraiment très concrète. On n'est pas du tout dans la théorie. Et donc, on souhaite renforcer. Donc, on a doublé les moyens comme a été demandé dans le document des personnes qualifiées, les moyens pour la filière et aussi le GRIOT, qui est le groupement interfilière de l'Observatoire des traitements, qui fait vraiment un travail remarquable de coordination avec les filières et les autres acteurs et qu'on va vraiment accompagner pour ce 4e plan maladie rare. Il y a un volet aussi pharmacovigilance qui était ressorti dans les actions proposées pour le 4e plan maladie rare. Donc, on voit l'importance de la collecte des données en vie réelle. C'est essentiel et générer aussi des données avec des patient reported outcomes et des données issues des patients. Donc, tout cet enjeu est pour faciliter l'évaluation des traitements, pouvoir à la fois des accès précoces ou bien du cadre de prescription compassionnelle. Vous savez qu'on a beaucoup de traitements hors AMM dans nos maladies rares. Donc, c'est aussi important de pouvoir faire un suivi. Et ce travail est extrêmement accompagné avec également la suivi par la HAS et notamment la commission de transparence. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter cette évaluation. Vous pouvez trouver de l'information sur le site de la HAS. Ils ont publié ça en juillet 2023, le protocole d'utilisation thérapeutique. Pour finir, on doit renforcer la collecte des données, renforcer les bases de données maladies rares, les biobanques. Et donc, c'est les moyens humains dont je vous parlais tout à l'heure. On a également une politique pour soutenir, on a reçu une action conjointe Jardin qui est financée par la Commission européenne. Donc, moi, j'ai le plaisir d'animer le Work Package 8 qui est sur le data management avec un collègue néerlandais, Marco Ross,
qui est le pape de la fairyfication, qui est vraiment le modèle éthique vertueux qu'il faut avoir pour pouvoir traiter des données de santé et les partager. Donc ça, c'est important. Donc Jardin, il y a eu un accompagnement de l'INSERM, d'Orphanet sur le sujet. Et puis, on a un soutien. Vous savez qu'on a 6 centres de référence maladies rares, un qui est sur le cancer. Et donc, on accompagne les 6 centres de référence maladies rares aussi d'une enveloppe financière. Et puis, il y a aussi un lien dans ce 4e plan maladies rares pour les échantillons biologiques. Et là, on travaille beaucoup avec le bureau de la DGOS qui s'occupe des CRB. L'idée étant de pouvoir aussi intégrer dans les CRB les codes ORFA pour pouvoir trouver facilement les échantillons biologiques qui sont rattachés à une maladie rare et pouvoir bien évaluer ce qu'il y a dans les différents CRB. J'ai voulu mettre en lumière quand même ce projet Vargène entre la BNDMR et Firando. Je voulais remercier la filière Firando. C'est un sujet extrêmement sensible et extrêmement important. Je voulais saluer le professionnalisme de tous dans les 3 groupes de travail, vraiment le travail sur le terrain. Et je remercie Jérôme qui a vraiment été extrêmement attentif sur ce sujet sensible, de pouvoir accompagner chacun avec aussi la pluralité des pratiques et le fait de pouvoir suivre ces patients. Donc voilà le projet Vargène qui me paraissait vraiment extrêmement important de souligner l'importance et qui va faire l'objet de ce rapport qui est transmis au Parlement en ce moment et par la DGS. Voilà un petit exemple de notre projet pilote. Je revenais juste, je ne vais pas rentrer dedans, mais on s'appuie sur des 4 ERN pour pouvoir développer comment on partage les données au niveau national vers les projets européens. Et dedans, on anime des sous-tâches, on a des sous-work packages avec la BNDMR. On a un travail aussi au niveau, vous savez, l'outil RCP CPMS qui va avoir une nouvelle version, paraît-il, heureusement beaucoup plus ergonomique et facile. Donc, il y a ce travail au niveau national avec le lien avec le CPMS. Et puis, il y a aussi tout un travail des codes ORFA à pouvoir implémenter dans les hôpitaux de façon à pouvoir trouver exactement. Vous savez que les CIM, CIM10, CIM11 sont limités par rapport à nos maladies rares, ne vont pas forcément donner la granularité suffisante et qu'on a besoin des codes ORFA. Et donc, avec Bamara et avec la BNDMR, on travaille à ce transfert semi-automatique des données françaises vers les ERN. Donc tout ça, ce sera certainement présenté cet après-midi par la BNDMR. L'idée est de faciliter la contractualisation et on a tout un volet recueil des patients où il faudra rajouter une partie sur un consentement que ces données puissent servir au registre des ERN. Et donc l'idée, c'est vraiment de faciliter ce regroupement de données pour pouvoir étayer, et pour des maladies ultra rares, ce lien avec l'ERN et avec les registres des ERN est extrêmement très important. Et voilà le rêve d'Orphanet. C'est une slide que Orphanet nous a transmise aux copiles des filières. Et on voit que dans l'écosystème des ERN, il n'y a aussi pas que les ERN. Il y a le European Health Data Space, Darwin, toutes les génomiques infrastructures. On a l'OJPRD, RDRA. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça, c'est tout le projet de notre Work Package 8 pour voir les recommandations pour soulever les barrières pour le partage des données. Et puis, simplement une comparaison, parce qu'il faut savoir que dans notre projet Jardin, qui est un projet financé par la DG Santé, donc côté soins, nous sommes en lien étroit avec la recherche et avec la DG Recherche au niveau de la Commission européenne, puisqu'on a un lien avec le European Joint Programme et maintenant CETERDIERA, et on retrouve les mêmes coporteurs. C'est très souvent dans nos maladies rares, cette casquette soins et recherche est quand même quelque chose d'assez habituel chez vous. Et donc, on a au niveau des undiagnosed, Hans Gassner qui est impliqué dans Jardin, mais qui aussi a organisé tout le projet Solverdi. On a également toute la partie data management avec Frank Schaeffer qui est très impliqué dans les registres avec Erika du côté de l'EJPRD et RDRA et maintenant qui est impliqué dans notre Work Package 8. Et puis Marco Ross qui est des 2 côtés chez Jardin et puis
également dans le European Joint Programme et puis RDRA. Et puis, j'ai fait un parallèle avec le lien, puisque Solverdi, les undiagnosed, on va retrouver toutes nos impasses de diagnostic, l'observatoire de diagnostic, tout le travail sur la génomique. Ensuite, au niveau des registres, on a tout le lien avec notre observatoire, nos différents observatoires des traitements et du diagnostic aussi, toute la collection de données en vie réelle. Et puis, pour tout ce qui est verification, on est tout à fait dans cette logique-là avec nos bases Bamara qui requièrent tout à fait les standards de données FAIR. Et ça, c'est également extrêmement important. Donc voilà, balayé en 30 minutes ce qui pourrait être notre prochaine vie pour les 6 prochaines années. Vous voyez, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais pour la partie soins, on a été chercher les financements. Donc ça, c'est déjà le bon côté, c'est qu'on est quand même garanti de pouvoir vous accompagner de façon correcte. Et ensuite, nous, on fait un travail étroit avec les dialogues de gestion, avec les plateformes d'expertise maladies rares et les centres des différents hôpitaux. Voilà.